Bonjour à tous, je suis Mélanie, votre hôte pour ce podcast rendu possible par la marque de nutrition sportive Foxy. Sur Fox Endurance, je donne la parole aux acteurs passionnés du monde du sport d'endurance tout en vous partageant mon expertise en nutrition du sport. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans cet espace dédié à votre performance et votre santé. Tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et on accueille Mathieu qui va nous raconter un petit peu son aventure sur l'échappée belle. Bonjour Mathieu. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Mathieu, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es sur le plan sportif, mais pas que? Ok, alors moi je suis Mathieu, j'ai 43 ans, j'ai 4 enfants avec ma compagne Ève et je fais de la course à pied depuis mes 14 ans et du triathlon depuis 7 ans à peu près et du trail depuis 3-4 ans. Ok, et l'ultra distance, ça fait combien de temps? Alors tout dépend ce qu'on appelle l'ultra-distance. Selon Euh, toi. Selon moi, selon moi, c'était ma première expérience en ultra-distance Ok. de l'échappée belle. Alors est-ce que tu as fait d'autres distances que l'échappée belle qui étaient plus qu'un petit trail de quartier, on va dire? Oui, j'ai fait deux, trois trails de une cinquantaine de bornes, mais où il y avait pas mal de dénivelé, donc avec un bon ratio, où il y avait 3500-4000 de dénivelé environ. Et j'ai fait l'Ultra Trail du Vercors qui faisait 84 km et je ne me rappelle plus le nombre de dénivelés, je crois que c'était 5000 peut-être, quelque chose comme ça. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'échappée belle? Qu'est-ce que c'est que cette course? Quand est-ce qu'elle se déroule? Où elle se déroule? Parle-nous un petit peu. Oui, alors l'échappée belle, c'est un trail de 152 km avec 11 500 mètres de dénivelé positif qui se déroule dans le massif de Beldon, qui est à l'est de Grenoble, qui est entre Grenoble et Chambéry en gros. Il est réputé pour être difficile, avoir un taux d'abandon d'environ 50% chaque année. Assez réputé dans le milieu du trail, mais pour le grand public, il reste encore un peu à découvrir. Ok, un peu méconnu, pas comme la folie de l'UTMB qu'on a vu un petit peu sur la semaine suivante. Est-ce que c'était une volonté d'aller sur une course moins commerciale entre guillemets que l'UTMB ou pourquoi cette course-là? Alors cette course-là, parce que justement, comme elle est réputée pour être difficile, c'était comment dire, un objectif supplémentaire pour moi. C'est une motivation supplémentaire d'aller chercher quelque chose qui était réputé être difficile. Et effectivement, je trouvais que l'esprit trail se retrouvait plus dans ces courses-là qui restent à taille humaine. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes qu'ils ne mettent pas de dossard en plus chaque année Ok, pour bien rester dans l'esprit trail. ok. Alors du coup, maintenant qu'on a bien la notion de cette course, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'y es préparé, combien de temps ça t'a pris, comment tu t'es organisé pour préparer cette course? Alors ça fait un an et demi que je la préparais. J'ai pris un coach particulier pour ça. Et à la base, alors, à la base, je devais faire la diagonale des fous, mais j'ai pas été tiré au sort et l'idée de l'échappée belle m'est apparue tout de suite après. Et ensuite, bah, du coup, la préparation s'est faite en Île-de-France, car c'est là que je vis, et quelques week-end chocs à la montagne, parce qu'on peut pas tout travailler dans notre petite côte en Île-de-France, quoi. Ça faisait partie de mes questions, comment tu prépares une course avec autant de dénivelé en région parisienne? Qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que c'est un travail d'escalier? Est-ce que c'est un travail de montée plus spécifique? Comment tu fais? Alors, je faisais pas mal de navettes, oui, monter, descendre la même bosse pendant plusieurs heures. Ça travaille le physique et aussi le mental. Mais j'avoue être un peu feignant quand même, donc j'ai pas fait toutes les séances que j'aurais dû faire. Mais ça m'a bien fait travailler. Puis surtout, ce qui était important, c'était de travailler à l'allure cible. Donc, comme je comptais marcher énormément, j'ai fait beaucoup de séances en marchant et non pas en courant parce que ça m'aurait pas forcément aidé pour la préparation de cette course. Et est-ce qu'il y a eu des blessures? Est-ce qu'il y a eu des moments où le corps a pas suivi ou a pas su encaisser?
Non, 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 ça a été très bien. J'ai justement, comme je suis un peu feignant, j'en ai pas trop fait et du coup, le corps a suivi et tout s'est bien passé. Ok, bon, super. Alors là, on a beaucoup parlé, donc course à pied, marche, tu l'as dit aussi. Est-ce que tu es resté sur des sports croisés? Parce que nous, on se connaît du milieu du triathlon. Est-ce que tu es resté sur du sport croisé? Tu as maintenu d'autres sports, peut-être le renforcement musculaire? Est-ce que la natation, le vélo? Est-ce que tu as maintenu d'autres choses que la course à pied et la marche? Alors, au début, oui, j'avais maintenu, un peu le vélo. La natation, comme c'est pas mon sport de prédilection, je ne l'ai pas maintenu et Et le renforcement le musculaire, peut-être? renforcement un petit peu, mais j'ai bien vu, que ça m'avait beaucoup manqué et je pense que si c'était à refaire, je ferais beaucoup plus de renfo musculaire. D'accord, ok. Alors là, on a pas mal parlé de l'avant-course. Un petit point quand même nutrition. Est-ce que tu as testé de nouvelles choses? Est-ce que tu as mis en place de nouvelles choses sur l'entraînement d'un point de vue nutritionnel, soit au quotidien, soit à l'effort? Alors j'ai testé pas mal de choses à l'entraînement, oui, parce que sur de précédentes courses, j'avais fait l'erreur de, comme beaucoup de gens, de tester des choses le jour même. Et encore, je me suis aperçu que même en testant à l'entraînement, on n'est pas encore dans les conditions vraiment Mm. du trail. Et il y a des choses qui passaient à l'entraînement qui ne sont pas passées Oui. pendant le trail. On pourrait y revenir dessus ensuite. Mais oui, j'ai testé pas mal de produits et ça m'a permis de faire un gros tri dans tout ce que j'ai testé et que j'ai pu garder ensuite. Et j'ai pu aussi, comment dire, me faire une feuille de route alimentaire, on va dire, nutritionnelle, pour le trail et pouvoir préparer mes sacs à l'avance pour les ravitaillements, pour ensuite emmener sur la partie d'après le ravitaillement. Ok, d'accord. Alors ça nous fait une transition pour passer à la partie du jour de la course. Donc c'est une course qui forcément est très prenante hein, parce qu'on passe une ou deux nuits en montagne. Donc c'est forcément quelque chose qui est très prenant et sûrement une découverte. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu un premier ressenti général sans rentrer dans les détails? En deux, trois mots, qu'est-ce que tu retiens de cette course? Je retiens que elle est très difficile. C'est pas pour rien qu'il y a un taux d'abandon Ouais, t'as de compris ce taux 50%. d'abandon? J'ai compris et j'ai été assez surpris de voir des gens abandonner assez vite dans la D'accord, course. ok. Bon, on a eu des conditions où on a eu quand même pas mal de chaleur en journée sur des pierriers qui renvoyaient Beaucoup de chaleur. beaucoup de chaleur, ouais, donc, et pas beaucoup d'air. Et la nuit, vous aviez chaud, froid? La nuit, il faisait bon, sauf la deuxième nuit où on a eu de la pluie et du vent. Pour moi, c'est un vrai trail dans l'esprit trail et dans la technicité, pardon, qui est à faire pour tous ceux qui aiment Qui aime la distance. l'ultra distance. Ok. Alors, si on prend un petit peu la course depuis le début, une fois que ça part, est-ce que tu as eu l'impression que c'est parti très vite? Comment c'est parti sur cette course? Alors, moi, j'ai pour habitude de partir trop vite sur les courses. Ça, c'est vraiment, même quand je me le dis à l'avance, je pars quand même trop vite. Et là, j'avais vraiment baissé mes temps de passage estimatifs pour vraiment ne pas partir trop vite. Ok. Du coup, je suis parti tranquillement. J'étais dans la vague numéro 2. Il y avait 3 vagues en tout. Et les vagues, elles sont faites en fonction de notre cote ITRA. D'accord. Donc je suis parti tranquillement et on avait 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi de plat et puis après directement on avait de la montée. Donc ça attaque assez vite. Ouais, ça attaque assez vite et en fait j'ai commencé à discuter avec des gens Pour pas trop pour avoir un bon accélérer. indice, voilà, pour avoir un bon indice que j'étais dans le bon timing, bon tempo et que j'étais pas essoufflé en parlant. Et ça, je trouvais que c'était pas mal. Ou comme le cardio peut être un bon indice aussi, mais là, le fait de pas être essoufflé en parlant, ça voulait dire que j'étais pas parti trop vite. Ok, bon indicateur. Pour la suite, donc ça c'est le début, ça monte, tu l'as dit assez vite, hein, au bout d'un kilomètre 5. Euh, vous êtes parti à quelle heure? On est parti à 5h30 du matin. Ok. Donc la nuit d'avant, on dort pas forcément très bien. Comment tu te sens physiquement à ce moment-là au départ? Eh ben, ça va, je me sentais bien. Effectivement, on n'a
pas dormi énormément la veille, mais ça a été. Je pensais que ça serait pire que ça. Ok. J'avais déjà fait, j'avais déjà fait l'UT4M en version challenge à Grenoble 2 ans avant, et il avait fait très chaud, et je me rappelle qu'à Grenoble j'avais pas très bien dormi, et là j'ai dormi aussi à Grenoble et j'ai bien dormi, Et donc c'est mieux passé. c'est mieux passé, ouais. Sur la suite de la course, est-ce qu'il y a dû avoir des phases où tout allait très bien, des phases où ça a dû être plus compliqué, peut-être les nuits en montagne, ou peut-être au contraire, c'est pas du tout ça qui a été difficile. Est-ce qu'il y a eu des moments de deuxième souffle, peut-être de troisième souffle, vu la longueur de la course? Est-ce que tu as pu identifier des phases comme ça de très haut ou de très bas? Oui, oui, alors, en gros, vraiment pour simplifier, la première partie de la course, c'est une trentaine de bornes de côte, avec, je sais plus, 2008 peut-être, 2800 mètres de dénivelé. Et on arrive à la croix de Beldon, donc on fait toute la côte dans la matinée et dans la journée, pour mon niveau, hein, les premiers sont déjà passés depuis longtemps. Mais du coup, on a le temps de cuire un peu toute la journée là-dedans. Mais jusque-là, ça allait. Comme je te disais avant, j'ai vu au ravitaillement d'avant déjà une ou deux personnes déjà rendre leur dossard. Ok. Donc ça m'étonnait un peu, mais c'est vrai qu'il faisait chaud, mais encore jusque-là, ça allait. Ok. Après, quand on est monté à la croix de Beldon, il y avait un peu de vent là-haut, donc ça allait. Il faisait très beau, il y avait une très belle vue, donc jusque-là, ça allait très bien. Et ensuite, on a commencé à redescendre jusqu'au refuge Jean Collet. Ça allait encore. Arrivé au refuge, je commençais à me sentir un peu moins bien, mais ça allait quand même. J'ai pris mon ravitaillement. J'ai repris. J'avais mes flasques, j'avais mes compotes, les pâtes de fruits, tout ce qu'il fallait, donc ça allait bien. Et ensuite, on prend le col de la mine de fer, et c'est là où j'ai eu un gros coup de chaud. C'est un pierrier qui monte assez bien, et qui renvoie pas mal de chaleur. Et là, j'ai pris un très très gros coup de chaud, et j'avais ma femme et ma mère qui m'attendaient au refuge à Berdegbel, qui est le point suivant, où j'ai l'impression d'avoir mis un sacré bout de temps à y arriver. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis vraiment pas senti bien. Donc ça, c'était au 50e kilomètre, et quand je suis arrivé là-bas, je me suis assis et je me suis dit, bah, c'est terminé, quoi, je pourrais pas aller plus loin. Donc, grosse démotivation, et grosse tristesse aussi, parce que je m'étais préparé longtemps pour ça, et je me suis dit, bah, ça y est, la course est terminée. Et je voyais vraiment pas comment repartir, quoi. Donc là, il y a ma femme et ma mère qui m'ont dit de me poser tranquillement, de boire, d'essayer de m'allonger un peu. Bon, j'ai essayé de m'allonger, mais ça marchait pas. Mais j'ai pris le temps, j'ai pris 1 heure. Alors, j'avais pas prévu ça sur mon parcours, mais j'ai pris 1 heure, et elles m'ont accompagné sur 200-300 mètres, ou quand même 400 mètres, pour essayer de repartir. Et j'ai pu repartir doucement. Et là, la nuit commençait à tomber pour la prochaine partie, quoi. Et c'est revenu petit à petit. C'est même bien revenu parce que j'ai redoublé pas mal de monde sur la partie d'après. Ok. Et justement, Ouais. ces pacers, ces accompagnateurs, cette assistance, pour toi, elle a joué quelle place dans cette course? Ah bah, elle a joué la place numéro 1, parce que c'est clair que s'ils n'étaient pas là, j'étais pas reparti. Ok. Donc vraiment, pour moi, c'était indispensable, quoi. Et c'est aussi un gros travail qu'elles font, parce que bah, c'est pareil, elles dorment pas beaucoup, elles doivent faire de la route, elles doivent être là tout le temps, Des et points puis fixes. à des points fixes, et puis gérer aussi mes humeurs, les trucs, les trucs comme ça. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment indispensable, quoi. Et du coup, elles ont couru marcher des morceaux avec toi. Est-ce qu'elles ont aussi fait les ravitaillements? Elles t'ont accompagné sur la partie ravitaillement ou pas? Ouais, bah alors, en fait, surtout, la première partie, c'était surtout le ravitaillement. Ok. Là, quand ils ont marché 300-400 mètres avec moi, c'était juste Pour relancer? Ouais, pour relancer.
Donc après, ils ont géré les ravitaillements où moi, effectivement, j'avais préparé des pochettes à l'avance avec le nombre de compotes que je voulais, le nombre de pâtes de fruits, le nombre de... J'avais préparé des crackers de riz aussi, des choses comme ça. D'ailleurs, les crackers de riz qui passaient l'entraînement, qui sont pas trop Qui sont passés pas passés pendant la le jour course. J. Voilà. Ensuite, ma femme avait un dossard de pacer justement pour pouvoir me suivre sur certaines étapes. À l'étape suivante, au 65e kilomètre, elle m'a suivi et là, elle devait faire à la base que 17 kilomètres et en total, elle a fait 40 kilomètres avec moi et 3000 de dénivelé. Ok. Donc voilà, j'étais assez impressionné. Et bon, comme elle dit, c'est elle qui le dit, elle dit que c'était de l'ultra rando, donc ça lui allait. Voilà. Bon. Bon, bah tant mieux. Alors du coup, tu nous as parlé un petit peu de nutrition. Comment ça s'est passé? Tu l'as dit, il y a des choses qui passent à l'entraînement, qui passent pas. Ça peut être expliqué par différents facteurs et parfois on les explique, parfois on les explique pas. Parle-nous un petit peu de ta nutrition. Comment ça s'est passé? Comment t'as géré ça? Alors, la nutrition, moi déjà de base, j'ai dans mes flasques, j'ai toujours de la poudre. Ok, Je prends jamais d'eau pure. d'accord. J'ai du mal avec ça. Donc, c'est la première fois que je m'étais fait un tableau justement avec le nombre de glucides par heure que je voulais prendre, Ok. que évidemment je n'ai pas réussi à tenir. T'avais visé combien? J'avais visé 60 grammes Par heure? par heure, ouais. Ok. Et du coup, j'avais ça, j'avais des compotes, j'avais les pâtes de fruits Foxit et j'avais les crackers de riz. Ensuite, ma femme et ma mère, elles m'ont apporté des sushis aussi au ravito. Ok. Et ça, j'avais déjà testé un autre trail et ça me réussit bien. Ok. Pas tout le temps sur moi, mais de temps en temps, ça fait vraiment du bien. C'est un élément plaisir et du coup, ça... Même au mental, Ouais, ça fait du bien. ouais, Ouais. ça fait du bien au mental. Et même le riz collant avec la sauce sucrée, je trouvais que ça passait bien, en tout cas pour moi. Ok. Voilà. Donc les crackers de riz, oui, au début ça passait, et puis après, au bout d'un moment, quand j'avais trop chaud, quand je me sentais pas bien, ça Ouais. passait plus. Ok. Donc j'ai rapidement enlevé ça. Et voilà, à la fin, il y avait que les compotes et pâtes de fruits qui passaient, quoi. Ok. Et t'avais prévu un petit peu des ravitaillements secours, de se dire je prends 2 compotes en plus au cas où il n'y ait plus rien qui passe, ou t'avais prévu le plus léger possible pour partir sur la course? J'avais prévu... en fait, je savais qu'en préparant mes 60 grammes de glucides à l'heure, je sentais que Ça allait faire beaucoup. ça passerait pas. Et du coup, ça me faisait une réserve. Ok, Parce d'accord. que je me disais bien que ça passerait pas. Et, ouais. Et je cherche pour les prochaines fois comment améliorer ça. D'accord, ok, ça marche. Alors du coup, la deuxième nuit, tu nous l'as dit, il y a eu de la pluie, il y a eu du vent, c'est la deuxième nuit en montagne. Euh, Nous, on t'a suivi sur le tracker et c'est vrai que quand nous, on s'est couché dans le lit, mais on se disait, en fait, à ce moment-là de la course, on a l'impression que il a déjà fait une énorme distance et en fait, on a quand même l'impression qu'il lui reste une énorme distance. Donc mentalement, comment t'as géré cette deuxième nuit en montagne? Bah alors déjà, c'est la première fois que je faisais une course avec des nuits en montagne. Ok, J'avais déjà fait un trail nocturne, mais sans distance avant et sans distance après, donc c'était pas la même c'était pas chose. pareil, ouais. J'avais prévu de dormir 20 minutes sur la totalité. Alors à la base, j'avais prévu de faire 48 heures. On verra que c'est loin de ça. J'ai fait un peu plus. Mais du coup, j'attendais. Je ne savais pas quand ça allait arriver, mais j'attendais que la fatigue me prenne pour pouvoir aller dormir d'un coup. À ce moment-là, ok. Ouais, j'avais déjà écouté plusieurs podcasts là-dessus où les gens disaient que ils avaient du mal à se coucher à une certaine heure s'ils avaient prévu à l'avance et qu'ils attendaient plutôt le coup de fatigue pour pouvoir dormir tout de suite, Sans attendre de sans trouver le attendre. Voilà, sommeil, c'est quoi. ça. Dormir tout de suite, dormir 20 minutes et repartir, quoi. Euh, Là, j'ai fait la première nuit. Au ravitaillement, je me posais un peu, mais je dormais pas. Ok, Et la première nuit, ben, Eve m'a accompagné une partie, du coup, ça m'a occupé, on va dire. ouais, Et la deuxième nuit,
j'ai commencé à me mettre en mode, je sais pas si c'est hypnose ou autre, mais j'avais les yeux rivés sur ses pieds et j'étais en mode automatique, quoi. Ok. Et bon, j'ai commencé à avoir des hallucinations aussi. Donc ça, Euh, c'est arrivé la deuxième nuit. ouais, la deuxième nuit, Ok. vers la moitié de la deuxième nuit. Et Ou t'avais pas encore dormi. j'avais pas encore dormi. Ok. Bon, j'espère en avoir, hein, parce qu'on m'avait raconté ça et ça avait l'air sympa. Je Et l'ai vécu en vrai. c'est ça, je l'ai vécu en vrai. Et ouais, c'est marrant parce que on confond en fait le cerveau fait des images, produit des images tout seul et on voit des rochers, on a l'impression que c'est des gens. Ou moi, je voyais des pierres blanches par terre, j'ai l'impression que c'est du papier toilette. Je sais pas pourquoi. D'accord. Voilà, c'était comme ça. Et ouais, j'étais en mode automatique, je suivais devant et je regardais pas. Et si, alors quand je regardais, je levais la tête et je me demandais si c'est des étoiles que je voyais ou si c'était les lampes frontales, tellement c'était loin, D'accord, c'était tellement c'était haut. loin. Le problème, c'est que c'était des lampes frontales que je voyais, c'était pas des étoiles. Donc ouais, vraiment, c'était assez, comment dire, assez sympa de découvrir ça. Assez dur, mais j'étais venu là pour ça, hein, donc Ouais. y a personne qui m'a obligé à le faire, donc voilà. Et puis la deuxième nuit, j'ai eu aussi un petit souci de frontal où bah, pendant qu'on était sur les crêtes où il y avait du vent, de la pluie, j'ai ma frontale qui s'arrête, bon normal, donc je change la pile et je mets la deuxième batterie et la deuxième batterie n'était pas chargée. Donc j'ai dû prendre une frontale de secours qu'on avait dans le sac à dos et là la frontale éclairait pas beaucoup. Ok. Donc Il faut composer avec ouais, il ça. faut composer avec ça et c'était pas forcément évident. Mais voilà, ça fait partie de l'expérience, quoi. Et alors, ces 20 minutes de sommeil, est-ce que c'était au moment où il y a eu un coup de fatigue ou c'est il y a un moment où tu t'es dit, il faut quand même que je dorme? Et ben du coup j'ai fait 10 minutes de sommeil sur la totalité de mon trail. Et ces 10 minutes de sommeil, je les ai fait avant la deuxième nuit. Ok. C'est vrai que je l'avais pas précisé, je l'ai fait en plein jour parce que comme il faisait chaud, Ah oui. je préférais essayer de dormir quand il faisait chaud, même si je pouvais pas savoir quand est-ce que j'allais avoir sommeil. Oui. Mais je préférais garder de l'énergie pour la nuit, pour le frais, Ok. plutôt que de cuire au soleil là. Bon, c'était que 10 minutes, mais j'ai pu me reposer 10 minutes sous une tente. D'accord. Voilà. Ok. Ok pour cette partie-là. Et du coup, tu l'as dit par rapport à tes prévisions, t'avais pas fait tout à fait le même chrono. Comment t'as vu les choses évoluer là? Une fois que la deuxième nuit est passée, le soleil se lève. Est-ce que c'est un deuxième souffle et on se dit bon là on lâche tout et on file vers la ligne d'arrivée? Ou encore à ce moment-là, ça te semble encore long et tu te dis que ça va être encore compliqué à rejoindre l'arrivée? Alors, par rapport au chrono, moi je m'étais fait une feuille de route aussi. Ouais, C'est assez difficile de prévoir exactement oui, quand on sur n'est une pas au haut telle niveau, distance. quand on est plutôt comme moi dans la deuxième partie. Mais bizarrement, enfin en tout cas ça s'est bien passé au début parce que je suivais exactement mon plan et ça se passait très bien jusqu'à 50e kilomètre où là je me suis arrêté 1 heure alors que j'avais prévu 10 minutes. Ok, Donc j'ai commencé à prendre du retard par rapport à ça. J'avais prévu 48 heures à la base pour tout ça et j'ai mis au final que 52h30. ok, Donc voilà, il y a à peu près 10% en plus. Ce qui est pas trop mal, mais bon, je sais où ça a pêché, c'est que j'avais pas vraiment prévu assez de repos au ravitaillement ok, dans ma feuille de route. Donc ça s'est décalé petit à petit. Là, après la deuxième nuit, on arrivait vers les derniers ravitaux, donc mentalement, ça passait mieux. ok, Moi, ce que je voulais, c'était garder une marge avec la barrière horaire qui était de 54 heures. d'accord. Donc je jetais toujours un œil là-dessus, où bah, ma mère et ma femme me disaient, mais vas-y, essaye de dormir 1 heure ou un truc comme ça. Et je disais, non, non, je préfère avancer, garder ma Continuer, marge. ouais. Si jamais j'ai un pépin, je veux pouvoir garder cette marge s'il m'arrive quelque chose, quoi. Donc j'ai toujours gardé cette marge de 2 heures qui s'est transformée en 1 heure et demie à la fin, mais au moins je suis arrivé dans les temps, quoi. D'accord, ok.
Et le dernier ravito, ouais, c'était au petit matin. Et bah là, c'était encore en mode automatique, mais quand on sait que c'est le dernier, on fait des calculs dans sa tête, on Mm. voit que ça va passer si on fait pas que marcher. Enfin bon, ça allait passer, du coup, j'étais un peu plus libéré dans ma tête, quoi. Ok, bon d'accord. Alors, l'arrivée de l'échappée belle, c'est une grosse cloche à sonner. Comment t'as vécu ce moment, cette sorte de libération quand tu sonnes la cloche? Alors, c'est marrant parce que j'ai deux sentiments qui se sont mélangés. Ouais, Je suis arrivé, j'étais très très fier d'être arrivé au bout, d'être arrivé dans les 48% d'arrivants. ouais, J'ai sonné la cloche, et ça fait du bien au moral. ouais. On a pris les photos, tout ça, et Parce que c'est un moment que t'as dû puis rêver depuis longtemps quand même. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et ben, alors ce qui est marrant, c'est que je me disais à la base, si je faisais 48 heures, j'allais arriver de nuit, ça va être moins bien et tout. Bon, l'avantage d'avoir fait un peu plus de temps, c'est que je suis arrivé 2 jours, donc c'était plus sympa. Et puis une fois arrivé, j'étais au ravitaillement, j'ai pris mon sac. Oui, on a eu un sac en tant que finisher, on a eu un sac à dos, donc qui est très sympa. Et ensuite, bah, c'est marrant parce que j'ai eu un sentiment de me dire, ben, je l'ai fait, du coup, c'est plus si exceptionnel que ça. Ah oui. Et bah, c'est pour moi, c'est que si je l'ai fait, c'est que tout le monde peut le faire parce que il n'y a aucune raison que si moi j'y arrive, quelqu'un d'autre n'y arrive pas. Ça, c'est ma façon de fonctionner. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, même si j'ai pas envie de refaire les mêmes choses parce Ouais. que j'aime bien de faire les choses une fois et puis passer à autre chose. Mais voilà, c'est un double sentiment. C'est assez marrant, c'est assez bizarre. Je suis très content, je suis très fier. Et trois petits points. Voilà. Et du coup, tu dis que t'aimes bien passer à autre chose. Est-ce que t'aimes bien passer sur une autre course ou passer carrément sur un autre sport ou une autre discipline? Là, j'aurais dit que si ça tenait qu'à moi, je pense que je serais passé sur une autre course de trail. Ok. Mais là, on a un projet au club où pas mal de personnes vont faire l'Embrunman en triathlon et du coup, je réfléchis si je le fais ou pas, quoi. Ok, d'accord. Ça va être un entraînement qui va changer et c'est vrai qu'on en parle souvent sur des gros objectifs comme ça, de se dire bah maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce qui va rythmer mon quotidien quand tu as dit t'as mis 1 an et demi pour préparer la course. Ça veut dire que pendant 1 an et demi, au moins une fois par jour, t'as pensé à cette course. Et là en fait, bah tout ça c'est fini. Donc après c'est un peu le qu'est-ce qu'on fait, comment ça a été cette retombée un peu, est-ce qu'il y a eu une petite déprime post-course? Est-ce que non, ça s'est bien passé, t'as enchaîné et tout roule? Bah alors, du côté de ma femme, je pense que c'est positif parce que comme je lui en parlais tous les jours, elle en avait marre. Et du coup, c'est plutôt un repos pour elle, donc ça c'est cool. Moi de mon côté, non, j'ai pas eu de déprime, plutôt un côté analyse où Ouais, je me dis ben voilà, il m'a manqué pas mal de renfort musculaire. ok, Du coup là, depuis le début de la semaine, là, j'ai rattaqué le renfort musculaire parce ok. que je me suis dit je vais rattaquer tranquillement, hein, mais faut que je prenne les bonnes habitudes, que que je débriefe un peu tout ça dans ma tête, tout ce qui s'est bien passé et mal Mm, passé, et que j'en tire les leçons, et voilà, que j'avance comme ça. Et ces leçons-là peuvent être appliquées à d'autres sports, hein, comme le ouais, triathlon, donc voilà. Par contre, côté nutrition, je me dis aussi que, par exemple, sur le trail, c'est assez simple parce qu'on a un ouais. sac à dos pour les mettre. Côté triathlon, c'est différent parce qu'on est sur le vélo, on n'a pas non plus une sacoche énorme. Sur la partie course à pied, on va pas se trimballer forcément avec un sac si on Ouais. veut essayer de courir pas trop mal.
Donc voilà, j'ai plein de réflexions dans ma tête. Et puis il y a une grosse notion aussi qu'en trail, tu as des parties où tu marches un peu et tu peux te dire je mange dans la montée en marchant et ça va après. En triathlon, il n'y a pas vraiment cette notion-là. Les vélos, on est bon, sur l'Embraman, pas forcément, mais sur des parcours plus plats où on va être beaucoup posé sur les prolongateurs. C'est pas très pratique de manger, d'autant plus que la digestion est impactée. Et la course à pied, bah, comme son nom l'indique, course, on n'a pas ces moments de marche, alors un peu plus sur Ironman, mais on n'a pas cette distance où on peut marcher et se dire bah là j'ai le temps de mastiquer pour manger. C'est vraiment une nutrition qui va être différente, ouais. Ouais, oui, ben, je réfléchissais à ça et je me disais que, effectivement, alors sur la partie vélo, comme on a pas mal de dénivelé, je pense qu'il y aura des parties où on pourra un peu plus manger et là, je me dis, prendre des choses peut-être un peu plus solides. Ok. Mais par contre, sur la partie course à pied, ouais, rester sur des choses, peut-être un peu plus liquides, pour, heu, pour être sûr de ne pas avoir de soucis, derrière, de digestion ou quoi que ce Ok. soit. Voilà, c'est mais ça aussi, c'est pareil, c'est à tester à l'entraînement Ouais. et ça, on dira jamais assez, mais il faut tout tester à l'entraînement. Et du coup, là, on a parlé un peu de la partie mentale après la course. Physiquement, comment est le corps après une telle épreuve? Alors, i c'est différent d'un marathon, par exemple. Ok. C'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes symptômes, on va dire. Ok. Niveau musculaire, ça allait. J'ai pas eu forcément de soucis. J'ai juste eu un peu mal à des tendons. Mais, comme à mon niveau, on marche beaucoup sur, ce type de course, D'accord. ça allait. Au niveau musculaire, ça allait bien. Ensuite, c'est plutôt la fatigue vraiment générale. Comme, j'ai passé 2 nuits, sans pratiquement dormir, j'ai mis du temps à récupérer. D'habitude, j'ai du mal à m'endormir assez tôt. Là, je suis rapidement au lit, je suis rapidement en train de dormir et bah, ça j'aime bien parce que, avant j'avais du mal à trouver le sommeil et là ça va mieux. J'espère que ça va rester comme ça, on verra. Mais voilà, c'est surtout la fatigue, générale, qu'il faut reprendre petit à petit. J'essaie de là, je t'ai dit, j'ai commencé à reprendre le renfort Renforcement. musculaire. J'essaie de pas reprendre trop vite, l'entraînement ou quoi que ce soit. Ouais. J'ai le temps, donc voilà, on va reprendre, crescendo, quoi. Bon, si jamais tu trouves plus le sommeil, tu sais ce qu'il faut faire. 2 nuits en montagne et, et tu vas pouvoir le retrouver. C'est clair, ouais. Euh, on arrive doucement vers la fin de l'épisode. Est-ce que si quelqu'un aujourd'hui vient te voir, peut-être qu'il écoute cet épisode, si quelqu'un vient te voir en disant j'aimerais le faire, quels sont tes meilleurs conseils, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je dirais que il faut, en premier lieu, savoir pourquoi on fait ça. Ok. Pour moi, c'est la première chose. Si on fait ça sans intérêt ou si on ne sait pas vraiment pourquoi on fait ça, c'est très facile d'abandonner. Quand on est en plein milieu, qu'il reste, je sais pas, on a déjà fait 100 bornes, il reste 50 bornes avec encore beaucoup de dénivelé, on est en plein milieu de la nuit, c'est très facile de se dire qu'est-ce que je fous là et voilà, j'arrête, ça sert à rien. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est la première des choses, c'est savoir pourquoi on est là. Chacun, ça c'est propre à Ouais, chacun, chacun ses ouais, raisons, mais. chacun a ses raisons. Ensuite, bah, tester sa nutrition et son matériel à l'entraînement, ça c'est obligatoire. Et faire des grosses sorties, beaucoup en marchant, moi je trouve, Ok. sauf si on est un élite, hein, mais il faut pas vouloir courir à tous les coups parce Ok. que ça va, pour moi, ça va pas entraîner les bons muscles et le jour de la course, si on va pas à l'allure où on s'est entraîné, il risque d'y avoir des soucis, quoi. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Et ensuite, décomposer la course aussi en plusieurs parties. Moi, je décomposais de ravitaillement à ravitaillement D'accord. et je réfléchissais pas à l'arrivée parce que des fois dans ma tête, je commençais à réfléchir à l'arrivée et puis je me disais non, non, On reste focus. focalisé sur le prochain ravitaillement et pas plus loin. Ok. Ça m'aidait beaucoup. Ça évite de voir l'immensité qui reste Ouais. et d'avoir quelque chose d'assez proche. Entre deux ravitaux, il y avait
5-6 heures, sauf à la fin où il y avait peut-être une dizaine d'heures, parce que c'était un peu plus long. Mais voilà, c'est vraiment décomposé en plusieurs parties le trail. Et puis, faut pas avoir peur du dénivelé positif, faut avoir peur du dénivelé négatif, plutôt, parce que c'est ça qui fait mal, c'est les descentes. Les descentes, elles cassent les fibres, et si on n'est pas préparé à ça, on est vite mal dans nos muscles, on va dire. Donc, pas mal préparer les descentes à l'entraînement. Et une petite question qui n'était pas du tout prévue, mais est-ce que toi tu les as préparées? Comment tu les as préparées à l'entraînement, ces descentes? Bah, j'avais des séances où je montais en marchant et je descendais en courant. Ok, Mais je pense que j'aurais pu les travailler un peu plus. d'accord. Et le renfort musculaire fait travailler ça aussi. Donc voilà l'axe d'amélioration que j'ai. Ok. Et d'ailleurs, pendant ce trail, je me suis aperçu d'une chose, c'est que d'habitude, sur les trails courts, je suis vraiment moins bon que la moyenne dans les montées et meilleur que la moyenne dans les descentes. Et là, D'accord. c'était carrément l'inverse. Donc, Ok. c'est que il me manquait du renfort musculaire pour pouvoir attaquer dans les descentes, quoi. D'accord, ok. Eh bien, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Un petit mot, un petit quelque chose. Bah ouais, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci pour les pâtes de fruits parce que ça m'a bien aidé. Donc ça, c'était cool. Et puis, j'espère que ça donnera envie aux auditeurs de se lancer dans l'aventure. Bah, avec plaisir. On mettra ton compte Instagram en description si jamais vous avez des questions. Alors, on n'harcèle pas de questions, mais si vous avez quelques questions, n'hésitez pas soit à les poser sur les réseaux sociaux de Foxit ou directement à Mathieu. Et il sera un plaisir de vous répondre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir raconté cette belle aventure. Et puis, nous, on se retrouve jeudi dans 2 semaines. Et puis, merci. Merci. Merci pour votre écoute. Pour continuer cette discussion passionnante et rejoindre notre communauté dédiée à la performance sans limite, n'oubliez pas de suivre Foxit sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui laisseront 5 étoiles et un commentaire pour cet épisode. Ensemble, nous écrivons le prochain chapitre de la performance sportive. Restez affûtés, continuez à vous dépasser et à bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast Fox Endurance.